Eh bien, place au débat. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Franny Léautier, Liévin Féliot et Ludovic Piaca. Bienvenue à tous les trois. Qui tient les ports, tient le commerce, dit-on. Nous allons nous pencher sur ce qui se passe dans le reste du monde avant de regarder notre continent, l'Afrique. Alors, plusieurs choses se posent. Lorsqu'on parle de souveraineté, on réalise que de tout temps, les ports, qui sont les portes d'entrée, j'allais dire même de l'histoire, de l'économie, de la culture, étaient un domaine de souveraineté nationale étatique. Jusqu'aux années 1980 et quelques, où Margaret Thatcher a décidé de les privatiser. C'est une histoire extraordinaire qui a changé un peu le cours des choses. C'est extraordinaire parce qu'il y a très longtemps que les ports étaient les ports d'entrée dans un pays, mais à la même temps, il y avait des réseaux maritimes internationaux ou mondialisés, on pourrait dire, qui alliaient les villes portuaires entre pays. Donc, par exemple, les plus anciens ports, c'est Byblos, qui faisait le transport des cèdres en Égypte pour faire construire les pyramides. Ah oui. Donc déjà, à l'époque, il y avait cette relation internationale entre ce qui est aujourd'hui le Liban et ce qui est l'Égypte, avec des transports de biens qui passent comme aujourd'hui entre Douala et le reste du monde. Mais ce qui a beaucoup changé pendant des années, c'est l'impact des autres formes d'infrastructures qui posent la vraie question de souveraineté, sécurité et intégration régionale et mondiale. C'est-à-dire, puisqu'il y a maintenant des autoroutes, des aéroports, les ports ont vu leur importance relativiser, c'est ça? Dans un sens, c'est ça, mais pour les grands continents qui ont des pays enclavés comme l'Afrique, les ports deviennent à la fois très stratégiques pour l'export ou l'exportation pour les pays enclavés et l'importation également. Et à la même temps, la majorité des grandes villes qu'on voit aujourd'hui qui se développent au niveau mondial, ce sont les villes portuaires. Et donc, il y a pas mal de villes qui étaient très, très grandes, qui n'étaient pas les villes portuaires, à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, l'équivalent de ces grandes villes, ce sont les ports secs, qui existent pas mal dans des pays différents, mais qui sont en plein développement également. Par exemple, en Éthiopie, qui est un pays enclavé, on a les villes de Mojo, qui est un port sec qui allie l'Éthiopie avec le Djibouti. Et en Tanzanie, ils sont en train de construire le port sec de Kigoma pour tous les pays des Grands Lacs, parce que les Grands Lacs ne sont pas... Ils sont parfaitement enclavés. Je voudrais savoir un peu, Ludovic, on a un pays, le chantre du libéralisme, les États-Unis, où on se rend compte que beaucoup d'activités portuaires sont contrôlées par des sociétés étrangères. Comment ça se fait, ça? Il me paraît important que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que le maritime ou les transports maritimes ou toute activité maritime est un enjeu géostratégique. Et dès qu'on parle de géostratégie, souveraineté immédiatement. 3 points. Le premier, on est sur la maritimisation des échanges. 80 ou 90% des échanges se font par les voies maritimes. Sur l'Afrique ou dans le monde en général? Dans le monde. Voilà, donc l'Afrique est tout à fait dans la moyenne. 90%. Donc, comme on vient de le rappeler, depuis la nuit des temps, on utilisait déjà la voie maritime pour pouvoir le faire. Donc il y a une intensification, ça n'a pas changé d'ailleurs, une intensification de cette activité. Sur cette activité de maritimisation, j'allais quasiment dire, on va regarder les opérateurs. Les armateurs, vous me parlez de souveraineté, il y en a 3 mondiaux, CMA, MS, le CMA français, MS italo-suisse et Maersk qui est danois. Vous me parlez de souveraineté, je vous donne 3 réponses à cela. Deuxième point sur la partie échange maritime, que l'on va retenir, c'est
le maritime a une potentialité aujourd'hui de développement économique, fluvial, en eau profonde. Là, je ne prends que l'exemple d'ailleurs dans le domaine énergétique dont on parle souvent. Donc là, vous allez retrouver évidemment la problématique des 5 grands opérateurs énergétiques mondiaux, et notamment pétrolières. Donc je pose la question de la souveraineté. Question mark. Ce n'est pas les États, ce sont des sociétés. Le troisième et dernier point sur les échanges, c'est... il ne faut pas se le cacher, l'espace maritime est sous tension. Donc là, on est dans le domaine militaire de sécurisation, à le rappeler juste à l'instant. Et quand on regarde les États-Unis, donc on n'est pas dans l'exploitation, les États-Unis, la Chine et la Russie sont les 3 premières plus grandes flottes maritimes dans le monde en termes de flotte militaire. En dessous de ça, vous avez la problématique des différents conflits. Je parle des conflits en termes de piratage et ainsi de suite. Alors, puisqu'on va parler de l'Afrique après, le golfe de Guinée en est un exemple, le golfe d'Aden est un exemple associé à cela. Donc en termes de souveraineté, d'exploitation, la question se pose pour moi, si je prends l'exemple des États-Unis, mais on est dans le libéralisme le plus complet. Alors je ne sais pas si c'est le modèle le plus abouti. Si vous me posez la question, Marie-Roger, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Il faut descendre plus au sud. Je ne crois pas, mais on constate d'ailleurs de manière... Là, je fais un panorama mondial, puisque la notion des échanges internationaux donc, et la croissance d'ailleurs que l'on voit des activités maritimes, croissance à 4%, après la crise qu'on a connue en 2008 à aujourd'hui, est-ce qu'elle va rester, les tendances jusqu'en 2023 disent entre 2 et 3%, donc ça devrait quand même tirer. Dont l'Afrique, en théorie, devrait être un peu le centre des flux maritimes vers cela. Il y a un point qui me paraît important aujourd'hui de constater, c'est la croissance de ce qu'on appelle les mégaports. Puisqu'on a une croissance des ports, alors, la question c'est les grands ports mondiaux, donc les mégaports qui se battent entre eux, ce qu'on appelle les ports continentaux qui se battent entre eux, et les petits ports. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire très petits ports, mais en tout cas on va appeler ça les ports locaux. Où se trouve la souveraineté ? Je me pose la question. Le modèle mondial le plus reconnu aujourd'hui, malgré la libéralisation, c'est la décentralisation des pouvoirs, puisque ce sont, au niveau mondial, c'est les villes qui détiennent en théorie le port, mais qui donnent l'exploitation à des sociétés privées. Ça, c'est le modèle le plus répandu. Est-ce le meilleur modèle dans le monde industriel dans lequel on vit? En tout cas, c'est celui qui génère le plus de revenus. Est-ce que c'est celui qui va générer le plus de revenus demain? Question mark. Est-ce que c'est celui qui va régénérer le plus de revenus en Afrique? C'est encore une autre question. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Marie-Roger, à votre question. C'est très intéressant. C'est-à-dire, il se dégage un certain nombre d'acteurs. Il y a de très gros acteurs qui écrasent complètement le marché. Mais il n'en demeure pas moins que souvent, même si, on se demande c'est quoi la souveraineté lorsqu'il y a je sais pas, les 3 que vous avez cités, et qui dictent un peu leur loi à tout le monde. Mais on voit des tentatives de résistance. Les ports sont de tout temps, effectivement, des espaces particulièrement stratégiques. Projection de la puissance, commerce, et puis militaire. Le premier port en zone africaine, c'est les Phéniciens, donc ça date quand même de très, 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 très longtemps. Mais vous posez la question de la souveraineté. La question de la souveraineté, elle se pose d'autant plus que... aujourd'hui, quand vous prenez, vous avez parlé de l'initiative de Thatcher, de Margaret Thatcher, qui a fait école quand même, presque partout. Mais tout ça est quand même très cohérent parce que c'est l'idée de libéralisation. Or, l'idée de libéralisation, elle vient se heurter à la souveraineté des États. Et vous voyez que les États forts savent réguler cette... libéralisation, ils savent où est leur limite. Vous parliez de la France, je crois que c'est très intéressant. Regardez les cris d'orfraie dès qu'on parle de libéraliser la gestion des aéroports, ce qui, moi, ne me choque pas du tout. Enfin, ce qui ne me choque pas, c'est qu'on s'étouffe de ça. Alors, je trouve normal qu'on ne libéralise pas forcément les espaces aéroportuaires. Donc, les espaces portuaires non plus, qui sont aussi des espaces de souveraineté. Mais
c'est quand même toujours intéressant de voir que les mêmes qui vont trouver scandaleux que l'aéroport de Toulouse soit pris par des Chinois trouvent tout à fait normal que la quasi-totalité des aéroports africains soient gérés par des non-nationaux, par eux, etc. Donc c'est quand même une question d'équilibre. Mais encore une fois, je dis qu'il y a une histoire de cohérence, puisque en gros, vous avez les années 80, on vous demande de libéraliser, enfin, Thatcher, dans sa culture, considère qu'il faut être sur un mode de libéralisation, mais là, il faut être précis. C'est les syndicats exactement, aussi. Exactement. Oui, mais c'est ce qui continue après, parce qu'après on vous dit, vous avez les plans d'ajustement structurel, on vous dit il faut libéraliser. Ouais. Ensuite, vous avez les PPTE, on vous dit il faut libéraliser. Ouais. Donc c'est vraiment une culture, une vulgate qui est bien répandue et que je crois que le FMI et la Banque mondiale connaissent très bien. Ouais, on parle il y a ces 2 poids 2 mesures. Je vous appelle à libéraliser, moi je ne le fais pas chez moi. Mais bon, revenons sur le cas des États-Unis qui est quand même très intéressant. Et si je comprends ce que vous dites, c'est que ce qui est très important, c'est la capacité de réguler. Aux États-Unis, par exemple, on a plus de 80% des terminaux sont gérés par des sociétés étrangères. Enfin, plus 80%, c'est à Los Angeles. Sinon, c'est plus de la moitié. La majorité, c'est quand même énorme. Et on a vu le cas qu'on connaît de réticence, ou même d'annulation d'un contrat de concession. C'était avec Dubai Port Authority en 2006. C'était quelques années après le 11 septembre. Bon. Donc, les Américains sont assez cohérents avec leur libéralisme sur la question. Mais ça, on peut dire, c'est parce qu'ils savent, ils contrôlent quand même la situation, ils savent réguler le personnel, par exemple. Il est entre les mains est dirigé, complètement régenté par des syndicats, ce qui est rare aux États-Unis, et qui veillent à ce que tous ceux qui travaillent avec eux aient la nationalité américaine. C'est-à-dire la sécurité, à part les sociétés privées qui travaillent pour les différents opérateurs, est aussi contrôlée par l'État. Donc, ils ne se sentent pas dépossédés un peu de leur pouvoir. Évidemment, un clin d'œil à l'Afrique. Est-ce que c'est comparable lorsque on se dit, l'exemple que vous donniez tout à l'heure, que la plupart des ports et aéroports sont gérés par des mains étrangères. Qu'il y ait une présence importante des acteurs privés, je trouve ça absolument pas anormal. D'autant qu'il y a des besoins de financement, etc. Je ne vois pas. Ça ne me choque pas en soi. Simplement, je disais tantôt, c'est une question de capacité à réguler. Et pour réguler, il faut avoir une idée, soi-même, de ses propres priorités. Et donc, de là où on met la limite. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez faire appel à des acteurs qui ont de l'argent. Et s'ils ont de l'argent, ils vont vous dire, je finance un peu, mais je veux avoir telle marge de manœuvre. Simplement, vous devez savoir où est votre limite. Est-ce que, quand vous vous retrouvez à avoir, je crois par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous avez 10 ports qui sont gérés en direct par Bolloré et sur et le toute continent. La filière. C'est pas seulement le port, mais toute sur la le filière. continent, il y en a 16 de façon indirecte. Mais Bolloré, c'est pas un problème, Bolloré. Il investit, donc je ne vois pas pourquoi ce serait un problème. En revanche, c'est un problème pour les francophones qui n'ont pas en fait de capacité à peser assez fort dans les négociations avec ce type d'acteurs et qui par ailleurs donnent l'impression de ne pas avoir de vision stratégique sur cet enjeu-là. Du coup, on a des marchés de dupes. Je veux dire les choses comme elles sont. Et je crois qu'il y a quand même des tentatives de limiter un peu l'influence écrasante de Bolloré sur le continent. Il y a peut-être plusieurs questions qu'on peut poser sur c'est quoi la souveraineté. La première, c'est que pour faire construire les ports, il faut un niveau de compétence qui aujourd'hui se trouve pratiquement dans 2-3 pays maximum. Et donc déjà là, si on a des plans stratégiques de croissance ou d'amélioration des ports, les contrats compétitifs sont gagnés par des acteurs qui ne sont pas très multiples.
Donc déjà, c'est une première question au niveau des compétences de construction. Après, il y a les compétences de gestion, aussi pour tout qui est les containers, la logistique, les logiciels qui sont utilisés pour la gestion des flux qui passent dans les ports. Aussi, c'est des compétences qui ne sont pas divisées égalitairement au niveau mondial. Donc, il y a déjà là une autre question. Et si on parle des flux qui sont gérés au niveau des logiciels, c'est une question plus stratégique et qui pousse sur la souveraineté que les propriétés des ports, les objets physiques, les équipements, etc. Troisièmement, il y a la question des régulations et de savoir qu'est-ce qu'on régule. Aujourd'hui, il y a pas mal des activités illégales qui passent dans les ports. Complètement. La drogue, c'est très difficile de contrôler tous les conteneurs, les millions de conteneurs qu'il y a par an. Très difficile. Donc, la capacité de réguler dépend de la capacité de savoir, d'avoir les informations nécessaires pour réguler. Donc, on peut réguler qui est propriétaire d'un port, mais de l'autre côté, qui contrôle les flux d'arrivée, de départ dans les ports, qui est plus complexe aujourd'hui à cause de toutes ces technologies, même sous-marins, qui arrivent peut-être dans les ports qui ne sont pas les ports construits comme on les voit dans les plans géographiques du monde. Et finalement, il y a la question des accords au niveau régional ou international des commerces qui dépend énormément d'accès aux ports. Donc, si on a trop de contrôle dans un sens, on n'arrive pas à recevoir les niveaux de flux nécessaires pour ces commerces entre pays et régionaux de se développer. Donc, je crois que si on parle de souveraineté, souveraineté arrive avec les compétences. Si on n'a pas les compétences, même pour faire construire, pour gérer et pour réguler, c'est difficile d'avoir la question totale de souveraineté sans avoir ces compétences. Donc, je crois que c'est une question très, très, très importante de développer pour voir comment... Absolument. Peut-être en des mots. Alors, ou deux. Je vais contredire, ou en tout cas apporter un regard croisé critique sur la notion de souveraineté versus qui ne peut pas être déliée de la compétence. Je suis parfaitement d'accord. Mais comme le disait Liévin tout à l'heure, c'est où est-ce que vous mettez le curseur. C'est parce que quand vous libéralisez, vous êtes dans la souveraineté. Les lois, jusqu'à ce qu'on sache, ce ne sont pas les grands acteurs privés qui les font, les lois, jusqu'à présent. Donc la question, c'est... À ce stade. À ce stade. C'est que la compétence dans la souveraineté, lorsque vous libéralisez, c'est vous qui mettez en place ce que moi j'appelle des processus de transfert de compétences si le pays dans lequel vous êtes ne les a pas. Fort est de constater, en tout cas sur notre continent, qu'on est quand même là, dans un territoire un peu vierge. Je vous l'accorde et je suis d'accord. Mais encore une fois, c'est la responsabilité de l'État dans son aspect juridique, dans son aspect de capacité d'engagement, de contrôle. Libéraliser, libérer, ça ne signifie pas ne pas contrôler. Hein? Okay. Alors après, on peut parler de souveraineté. Après, je vais revenir sur la question de la compétence de gestion. Parce que j'entendais Bolloré tout à l'heure ou d'autres acteurs privés. Il faut quand même rappeler qu'un port maritime, ce n'est pas juste la gestion du terminal de containers. Voilà. Les grands opérateurs dont on parle, certes en termes de volume, en termes de chiffre d'affaires généré, le terminal container pèse beaucoup dans un certain nombre de grands pays. Mais vous avez des terminaux miniers, vous avez des terminaux pétroliers, vous avez des terminaux de pêche, et à côté, ce que l'on voit quand même dans le monde, hein, puisque l'idée aussi c'est de comparer ce qui se marche bien par ailleurs pour pouvoir en tout cas le transposer et au moins réfléchir si on ne peut pas faire la même chose ou d'autres choses mieux. C'est le port aujourd'hui. On dit oui, les acteurs des terminaux, conteneurs, entre guillemets, je prends ce langage un peu châtié, se gavent beaucoup. Mais ils sont dans leur rôle d'acteurs privés, ils ont un contrat, ils exploitent, ils ne sont pas là pour faire plaisir aux gens, ils sont là pour générer la création de valeur, ils sont là pour faire du cash. Si le client, en l'occurrence qui est l'État, enfin, entre guillemets, ou le port,
Il y a le grand terme que je déteste, Marie-Roger, qui s'appelle le port autonome. Oui. Port autonome de quoi? L'autonomie, enfin bon, on reviendra là-dessus si vous voulez. C'est un totem. Ouais. Et donc, il est son rôle de création de richesse. La véritable question qu'on doit poser, c'est comment un port maritime, quel que soit le pays dans lequel on est, peut générer des sources de revenus complémentaires qui lui permettent de faire de l'autofinancement si c'est le cas, qui lui permettent d'avoir la liberté d'investissement si il a envie de se développer. Et donc là, il va retrouver de la souveraineté. Et moi, je constate dans les modèles économiques que l'on observe, par ailleurs, que lorsque l'industrie ne fonctionne plus, parce que là, quand on parle de conteneurs, on parle de l'entrée, en termes d'importation, versus la sortie. J'espère qu'on va parler de la notion de... Mais certainement, pour conclure, on va parler... On va développer aussi dans les ports autre chose que les conteneurs, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, que l'on peut faire pour rendre les ports maritimes extrêmement attractifs. Absolument. On va continuer notre débat en parlant plus spécifiquement de l'Afrique.